Bonjour, on continue cette web série Youngtimer, troisième vidéo. C'est parti. Alors, on va commencer par des points. En fait, j'essaye de vous donner un peu la partie spéculation, la partie mécanique, vraiment de vous donner un package complet. Petite idée à toujours retenir, une voiture qui ne roule pas, et je repense à l'exemple de la 911R à la con là, que j'ai donné dans la vidéo d'avant, qui est terrible et qui existe vraiment, c'est qu'une voiture qui ne roule pas, ça s'use. Parce que l'huile qui est dans le moteur, elle s'oxyde avec l'oxygène qui est dans l'air. Parce que les joints qui ne sont pas lubrifiés craquellent, etc. Des étriers de frein, ça se grippe. Donc en gros, la voiture, la Youngtimer que vous allez acheter, que vous allez poser dans un garage sans y toucher pendant un an, elle sera en moins bon état que lorsque vous l'avez achetée. Donc les Youngtimers, ce qui est bien, c'est que c'est des voitures qui sont vivables. Moi, avec ma Jaguar des années 50, bon, parfois les freins, c'est un peu limite. Je veux dire, c'est quand même plus compliqué dans la vie de tous les jours. Mais une BX et une 405 MI16 et une Clio Williams, eh ben, ça passe nickel dans le trafic d'aujourd'hui. Donc vraiment, rouler avec, autant en profiter, c'est fait pour. Alors, je vous ai parlé aussi avant d'offres et de demandes. Bon, on peut aussi raisonner d'une manière annexe, parallèle, mais qui est liée à l'offre et la demande. C'est la voiture qui est la dernière d'eux. La dernière d'eux, c'est par exemple la dernière Porsche à refroidissement à air, 993. La dernière sportive atmosphérique. Bon, on n'y est pas encore, il y a encore des atmos qui sortent. Voilà. Les Youngtimers, ça ne répond pas à ça. La dernière X ou Y en boîte manuelle. La dernière de ci ou de ça. Eh bien, tout ça, ça donne une certaine cote. Ça donne même une surcote, je dirais, à une voiture. Par exemple, Porsche 993 Turbo, c'est la dernière 911 qui est petite, rondouillette, qui a une forme originelle de 911. C'est le Graal parce qu'elle est en turbo. Et donc du coup, c'est mythique. Moi, pendant longtemps, j'ai essayé d'en acheter une et j'en ai jamais trouvé à moins de 60 000 €. Jamais. Aujourd'hui, ça vaut plus de 120. Mais en fait, parce qu'elle représente vraiment le mythe Porsche dans toute sa splendeur. Et donc, quand je disais avant, prenez une 206, mais prenez-la en S16 avec les pare-chocs, avec l'option rallye, c'est parce qu'il faut aller jusqu'au bout du délire. En fait, c'est en allant au bout du délire que vous allez avoir la meilleure de la catégorie. Et donc, ça vous démarquera et vous allez prendre toute la cote. Clio Williams, il faut qu'elle soit numérotée. Il faut aller jusqu'au bout du truc. Dans cette logique, d'aller jusqu'au bout du délire, une série 5 E39, je trouve la ligne est magnifique. Alors, allons jusqu'au bout du délire. M5, E39. V8, 400 chevaux, une voiture luxueuse au possible. Il y avait des options de malade. Télévision pour l'époque, alors j'imagine qu'elle est un peu datée aujourd'hui. Pare-brise à filtre UV. Enfin, c'est quand même la berline BM de folie avec un V8 complètement rageur. La ligne de la E39, magnifique. Eh ben, ça ne m'étonne pas que c'est une caisse qui vaille son argent aujourd'hui. Je pense qu'on est à peu près dans les 40 000 €. Ça ne m'étonnerait pas que ça se transforme en 60 dans pas très longtemps parce qu'il n'y en a pas tellement sur le marché, il n'y en a pas tellement qui sont belles et peu kilométrées, il y en a beaucoup qui sont comme souvent toutes les BM de ces années-là qui démarrent à E36. Franchement, c'est des voitures qui ont roulé, usé jusqu'à la corde, etc. Et donc avoir une belle M5 E39, c'est pas donné à tout le monde. Et puis la M5, c'est aussi une panoplie incroyable à l'intérieur, que ce soit les sièges chauffants, les xénons, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Bon, les sièges électriques, évidemment. Je veux dire, c'est quand même une voiture de luxe, il n'y en a eu que 20 000 à peu près. Alors évidemment, ça va coûter plus cher en entretien qu'une Twingo, ça c'est clair. Évidemment, ça valait 15 000 quand on était au creux de la vague. Évidemment, c'est trouvable aujourd'hui à 25. À 40, je pense qu'il ne faut pas l'acheter 40. J'ai dit 40 avant dans la vidéo. En fait, 40, c'est le mec qui achète les yeux fermés,
qui va dans un beau showroom et qui la paye le prix fort. Et ça, ce n'est pas le but de cette chaîne en fait. Le but de cette chaîne YouTube, c'est d'acheter moins cher. Et donc, je pense que son vrai prix, c'est plutôt dans les 25 ou dans les 20. Mais en fait, je pense qu'il y a une vraie vague et donc, qui va arriver. Et donc, ce qu'on voit en fait, et ça, c'est un très bon indicateur. Et là, je vous donne un tips vraiment qui est dans ma formation. C'est qu'en fait, vous regardez les annonces. Déjà, le nombre d'annonces. Ça, c'est la base. Si on a 1000 en vente, c'est mort. Si on a 10, c'est extraordinaire, mais vous êtes sûrement trop tard. Vous regardez la variation de prix entre les moins chers, les merguez, les volants à droite, les 250 000 km, tous les trucs dont personne ne veut. Et vous regardez le top du top, 60 000 km d'origine, première main dans un showroom parisien magnifique, sous les projecteurs. Et bien vous regardez la différence de prix. Plus cette différence va être énorme, c'est-à-dire ça devrait être au minimum le double, triple, quadruple, plus vous avez un marché qui est en train de se séparer et de se scinder en deux. Et donc vous allez avoir une demande qui va se reporter vers la très belle et qui est capable de payer très cher. Et plus vous avez un lot d'annonces qui sont toutes dans la même bulle à peu près de prix, moins c'est bon. Moins ça veut dire qu'il y a vraiment une demande de personnes qui veulent la belle et qui sont prêts à mettre de l'argent pour ça. Donc en fait, tout l'art, c'est d'acheter la M5 E39 qui va être dans la catégorie en prix presque à la merguez, j'ai dit presque, mais qui en fait aura énormément de potentiel en changeant 2-3 trucs dessus pour la ramener dans la catégorie du showroom. Alors, si vous achetez une voiture qui est tout magnifique de partout, mais qui a 250 000 bornes, c'est foutu, évidemment. Donc, tout l'art, c'est de trouver cet entre-deux qui va la ramener dans la catégorie au-dessus. Et si on continue ce raisonnement, eh ben, ces différences de prix, on ne les voit plus vraiment sur les M3 E30. Et c'est comme ça que j'argumente mon propos. Parce que les M3 E30, en fin de compte, vous ne voyez plus de merguez. Parce qu'il y a eu tellement de demandes et elles sont toutes tellement envolées dans les prix qu'au final, bon, ok, il y a peut-être une merguez qui traîne, d'accord. Mais en dehors de celle-là, tout le monde, en fait, s'est mis à restaurer sa E30 pour avoir la plus-value la plus grande à la revente. Et donc, en fait, vous arrivez trop tard. C'est ça ce qui se passe. C'est que là, vous avez raté la vague. C'est trop tard. C'est plus la peine d'acheter une M3 E30. Si vous l'achetez maintenant, vous avez plus de risques à la baisse qu'à la hausse. C'est-à-dire que la cote pourrait très bien perdre 10 ou 20 000 euros dans les années qui viennent. On ne peut pas savoir ce qui peut arriver. Il peut toujours y avoir une loi de je ne sais pas quoi qui nous tombe dessus, qui interdit les anciennes voitures. J'en sais rien. J'exagère. Mais il y a des choses qui peuvent se passer. Plus de pétrole ou je ne sais pas quoi. Alors que quand vous trouvez une belle E36, ça ne se trouvera pas en une semaine. Il faut se laisser le temps de la trouver. Ça peut prendre des mois. Mais lorsque vous l'aurez, tout le potentiel sera à la hausse. Et donc, l'argent à gagner dessus sera à la hausse. Et il n'y aura pas ce potentiel d'avoir acheté tout en haut de la vague et donc à la baisse. Maintenant, on va pousser le raisonnement jusqu'à ses limites. Imaginons une autre reine des Youngtimers, la Ferrari F40. Ferrari F40, c'est une voiture de course homologuée route. Vous m'avez entendu dire ça plein de fois sur la 250 GTO, sauf que là, on est à 1/50e de sa valeur. La GTO à peu près à 50 millions, bon, je sais que c'est un peu plus, mais voilà, 50 millions, pour faire simple. Et la F40 à 1 million. Ça a un peu baissé ces derniers temps, on est plus dans les 800, 900 000. Bon, on est à peu près à un rapport de 1 à 50. Mais en fin de compte, moi je prends le pari que d'ici quelques années, il devrait y avoir un report bien plus violent que maintenant sur la F40 et que ce million va se transformer en 2, 3, 4, peut-être 5 millions. Et j'en veux pour cause que c'est déjà le cas sur F50, ce qui est étonnant, mais comme ils en ont produit beaucoup moins, bon ben, il y a eu cet effet d'accélération, et que je pense que la génération va mettre les projecteurs sur F40. Sauf qu'il y a un risque énorme à acheter une F40 aujourd'hui à 1 million d'euros, et je viens de le dire il y a quelques secondes, puisque j'ai dit que ça valait plus que 800, 900. Donc vous pouvez très bien perdre la valeur d'une petite maison dans une F40, si vous achetez mal. Alors évidemment, celui qui va acheter une F40 à 1 million, en général, il peut se permettre qu'elle vaille 800 000. Mais
Gardez cette logique en tête. Par contre, et je me souviens très bien de ce moment, vers 2014 à peu près, quand les F40 ont commencé à s'envoler, elles étaient dans les 400-500, et je les voyais en annonce, les belles disparaissaient, il restait que les merguez, le nombre d'annonces devenait de plus en plus réduit. Pourquoi? Parce que tout le monde était en train d'acheter une F40 comme un malade, et qu'au final, en l'espace de 6 mois, elles sont passées de 500 à 1 million en cote. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas prêt lorsque ça arrive, ce phénomène, vous n'allez pas avoir le temps d'acheter. C'est-à-dire que si vous voulez une M5 E39 et que ce phénomène est en train d'arriver dessus, je ne dis pas que c'est le cas là tout de suite, mais que vous voyez le nombre d'annonces se réduire, qu'il n'en reste plus que 30, et ensuite que 20 à peu près en vente, et que c'est plus que les plus belles qui sont tarifées au prix maximum, eh bien, le temps que vous vous mettiez en route, c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'il va falloir trouver le moment d'avoir l'argent, peut-être prendre un crédit, comment je déplace la voiture, comment je la stocke, est-ce que je connais les défauts sur cette voiture, est-ce que j'ai le temps de vérifier que cette voiture-là n'a pas les pires défauts du modèle. Il y a toute une logistique à mettre en place, comment ne pas me faire arnaquer, etc. Tout ce que j'ai écrit dans ma formation d'ailleurs. Et en fait, ce sera trop tard, vous allez rater le moment où la M5, affaire de folie, au tout dernier moment, va apparaître encore sur le net, parce qu'un mec n'est pas au courant que la cote est en train de s'envoler, et vous allez rater le fait que vous allez pouvoir l'acheter, et qu'en fait, 6 mois après, vous allez prendre 10 000 € dessus, simplement. Là, on est dans le cas limite. Vous pouvez aussi très bien acheter des voitures des mois ou des années avant, rouler avec, avoir de la sensation, du fun et tout ce que vous voulez, et finalement la revendre que 5 ans après, 10 ans après, et ça se passera très bien. Et vous aurez pris énormément de plaisir. Ce sera peut-être mieux en fait, parce que finalement, durant toutes ces années, vous aurez profité de la voiture et vous n'aurez pas eu que en tête l'effet spéculation qui est toujours un peu dommage de le garder en tête. Je trouve que c'est bien, mais il faut aussi savoir prendre du plaisir suffisamment longtemps avec sa voiture. Bon, je termine avec 2 voitures hyper importantes, hyper tendance, une un peu tard, une un peu tôt, mais vous allez comprendre pourquoi. La première, remarque, tôt ou tard, ça se discute, Honda S2000, 240 chevaux, 9000 tours minute au rupteur, 120 chevaux au litre. Meilleur moteur de l'année de 2000 à 2003, autant de rendement qu'une Ferrari 458. C'est un cabriolet, c'est fun, c'est sportif, c'est une japonaise, c'est à la limite de la Youngtimer, limite. C'est dans la grande tendance en ce moment des japonaises qui explosent partout dans le monde. Vous avez peut-être vu sur le net ces records d'enchères de Skyline GTR 34, de Supra biturbo, et bien là, c'est la petite sœur de tout ça, mais elle a tout ce qu'il faut. Et il y a déjà eu une évolution de la cote phénoménale. Comme toujours, attention aux merguez, au trop kilométré, au volant à droite, tout ce qui s'ensuit, aux réparations mal faites, au châssis plié suite à un accident, réparé en 2 ou 3 mouvements, et une voiture qui tire à droite parce que tout le châssis est plié, etc. Attention à tout ça. Mais là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose parce que elle cumule trop d'arguments positifs que j'ai listés juste avant. Et qu'est-ce qu'on voit en termes de prix pour parler cotes? On voit les merguez à 15, on voit les tops du top au-dessus de 30, et on voit celles qui sont un peu plus malines à acheter dans les 20. Et moi, ce que je pense là, à nouveau, pas de boule de cristal, ce que je pense, c'est que en achetant une dans le bas des 20 ou dans le début des 15, qui n'est pas une merguez, eh ben, il y a de fortes chances que ça vienne dans les 30. Et on voit cette disparité dans les annonces. Parce qu'à nouveau, entre les moins bonnes et les meilleures, il y a un double du prix, voire un triple du prix, et que l'offre n'est pas si énorme que ça. Il n'y en a pas tellement à vendre. Et donc, l'un dans l'autre, je pense que là, on peut mélanger sportivité, fun, cabriolet, super cabriolet sportif pour l'été, et en même temps, donc se faire plaisir et financièrement gagner de l'argent voilà, à la revente. Et autre point, je termine par une des reines des japonaises, la Supra, bien sûr, en biturbo. Vous voyez très bien de laquelle je parle, Fast and Furious évidemment. Je reprends un point parce qu'on m'a dit plusieurs fois que ce n'était pas lié au film Fast and Furious. Et je réponds catégoriquement
Non. Évidemment que c'est lié, la spéculation qui est derrière la Supra. Évidemment que tout l'argument publicitaire de Fast and Furious et de toute cette génération de japonaises, c'est lié à tout ça. C'était une tendance, c'est une mode. C'est comme si vous me disiez que l'Aston DB5 de Golden Finger, c'est pas lié à James Bond. Évidemment, c'est tout le marketing James Bond qui fait que cette voiture a pris une valeur de folie en fait et vaut 800 000 € aujourd'hui, facile. Et bien la Supra, c'est pareil. Et ben mine de rien, pour avoir regardé un peu le marché, quand vous la voulez, et on est dans le même, et c'est souvent le problème des Youngtimers, quand vous la voulez propre, peu de kilomètres, etc., bonne combinaison de couleurs, historique à peu près clair, eh bien, il faut mettre le prix. Personne ne veut d'une Supra en boîte auto, volant à droite à 15 000 € sur le bon coin. N'achetez pas ça, parce que dans 5 ans, vous la vendrez peut-être le même prix en fait. Alors que celui qui arrivera à trouver la bonne avec le 2JZ, avec tout ce qu'il faut dans la bonne série, les bons chevaux, etc., le 330 chevaux là, et ben là c'est complètement différent. Parce que là vous détenez une perle et détenir la perle d'une voiture qui appartient à une tendance générale qui est Youngtimer plus japonaise, c'est le gros lot, c'est un ticket gagnant, c'est évident. Vous avez tout pour vous. C'est une voiture qui a tout pour elle. La communication marketing, le phénomène Youngtimer, la tendance des japonaises, de la puissance sportive, elle a tout pour elle. Donc forcément, ça ne peut que partir à la hausse. Donc si vous arrivez à en trouver une dans les 50, dans les 40, il faut foncer, c'est évident. C'est évident et on en reparlera et vous serez très heureux quand vous l'aurez vendu 80 dans quelques temps. Voilà, j'ai terminé. On continue avec encore 2 nouvelles vidéos. Merci.